beau comme un bien l'été, tout nu et tout bronzé, au soleil, sur le sable, sur les galets. Ah, ces vacances étaient fatigantes. Tu es tout bronzé, mon cher Robert. Tu étais donc quelque part dans les Caraïbes, j'imagine? Ah, j'étais pas exactement dans les Caraïbes, j'étais dans l'océan Indien. Figure-toi que j'étais dans l'île de France. Une énième prolongation de notre or bleu. Alors presque. Alors il s'agit de l'île Maurice, qui anciennement s'appelait l'île de France, hein, un peu comme notre île à nous, hein, qu'on connaît, et qui a beaucoup de points communs avec notre île à nous, à savoir qu'on y parle un français approximatif, et que... Non, là je vais m'arrêter dans une... Non, mais écoute, de moins en moins, j'ai envie de dire, parce que tu as bien vu le temps pourri qu'on a eu ces 6 derniers mois, donc le taux de mélanine est un peu moins élevé qu'en Martinique. Ah mais c'était... l'île Maurice, si vous connaissez pas, c'est une ancienne colonie française qui nous a été piquée par les Anglais. Attends, je suis en train de dire n'importe quoi. T'étais en Martinique ou... Non, j'étais à l'île Maurice, l'océan Indien. Ah oui, là, donc je suis vraiment à l'ouest en fait. Ah bah... Tu étais à l'île Maurice, autant pour moi. C'est la Martinique qui est à l'ouest, mon cher. Ouais, bon, c'est l'effet dimanche soir, après une rude semaine. Donc tu étais sur l'île Maurice, tu as pris un peu de soleil, tu t'es reposé, j'imagine que tu as dégusté des spécialités locales. Ah, j'ai dégusté des spécialités locales, j'ai été au contact avec les locaux, c'est très agréable, ils parlent tous très bien français. Et un bon steak de dodo. Alors, du steak de dodo, malheureusement, c'est pas possible parce qu'il y a plus de dodo. Oui, malheureusement. Je pense que ça aurait été délicieux. J'ai bien essayé de ronger quelques os au musée de Port-Louis, mais malheureusement il restait pas trop de viande dessus, donc je me suis rabattu sur tous les fruits de mer, et faut dire qu'il y en avait beaucoup et qu'ils étaient très très bons. Tu n'as vraiment aucun respect pour les coutumes locales. Tu as arraché l'os du nez de tes hôtes pour les rogner. Alors ici c'est pas trop os dans le nez. Il faut savoir que l'île Maurice c'est une île qui est quand même à forte dominante culturelle indienne, et donc s'il y avait des choses à arracher, ça serait peut-être les points rouges sur les fronts, ou les imposantes moustaches des différents darons que tu croises dans la rue, parce que ça c'est les turbans sikhs. Alors j'en ai pas vu beaucoup des turbans sikhs, hein. C'est vraiment des hindous. Alors même s'il y a une forte proportion de chrétiens, notamment catholiques, et même s'il y a des musulmans c'est là, mais là-bas c'est vraiment l'hindouisme qui domine. Et donc on voit des choses assez plaisantes, comme des hommes avec des grosses moustaches et des cravates dans la rue alors qu'il fait 25 degrés. Excellent. Et donc tu es rentré cette semaine et tu as entamé tes nouvelles occupations avec ton nouveau poste. Alors à savoir que je travaille maintenant dans un hedge fund, voilà, ce qui me soumet à certaines contraintes lorsque je veux investir, mais qui me permet du coup de pouvoir dire officiellement que je suis devenu un loup de Wall Street. Le tigre de Wall Street. Eh oui, je suis le tigre de Wall Street, un tigre avec la langue qui pend et qui va pouvoir porter des bretelles, une cravate et une chemise à rayures lors de ces longues journées de boulot. Alors n'abuse pas de la poudre de perlimpinpin non plus, on te veut on te veut certes en forme, mais pas trop. Moi je deviens, du coup, comme dirait ce cher Mathéo, moi je deviens un cocaïné de la fusion-acquisition. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes de retour. Je crois qu'on en est à la saison 4, n'est-ce pas? Ceci est l'épisode 3. C'est ça. Et tu nous as fait le plaisir de tourner un épisode en solo avec ce brave Emeric, qu'on embrasse au passage, que vous pouvez écouter. C'est un peu la prolongation du jeune actif du jour qu'on avait fait avec lui, où il nous avait présenté son métier de prof entrepreneur. Et vous avez également fait un complément avec une rubrique, une sorte de petit café du commerce, qu'on vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, on fait un épisode, ma foi, assez original, car c'est la première FAQ. La première foire aux questions. Et oui, on voulait la faire depuis longtemps, et on avait tendance à la repousser, et finalement, c'est lancé. À la faire Voilà, on avait même envisagé de la faire en live sur le Twitter.
dans une sorte comment ça s'appelle? Un espace? Ouais, un Space? Twitter Space. Twitter Space. Bon, je doute que voilà, c'est mieux comme ça. On l'enregistre et nous avons récolté vos questions par l'entremise d'un post de Robert, dans lequel vous avez été nombreux. On a aussi reçu de nombreuses questions en message privé. Et malheureusement, toutes ne sont pas forcément traitables au format podcast. Faut savoir que tous ceux qui nous ont demandé des nus, eh bien, on peut pas les transmettre par audio, donc on les a transmises directement par message. Mais on a eu aussi tout un tas de questions assez intéressantes. On réservera le téléphone rose pour une autre fois. Alors, je pense pas qu'on traitera toutes les questions dans l'épisode, mais on va en traiter un certain nombre. Je pense prioritairement celles qu'on a eues dans les commentaires. Et on fera d'autres foires aux questions. Déjà parce que je pense que ça va vous plaire, et surtout aussi parce que ça nous demande beaucoup moins de préparation, ce genre d'épisode. Très bien, alors dans ce cas, commençons dans le vif du sujet. Quelle est donc la première question que nous allons traiter? Alors la première question, c'est une question de Clovis Kermit qui me demande la couleur de tes chaussettes. Alors, aujourd'hui, je n'en avais pas, car j'ai porté des mocassins que ma copine m'a offert pour mon anniversaire. Très beau mocassin d'ailleurs. Non, mais à la rigueur, ça peut... Bon, je sais pas, c'est une question... c'est pas une question très intéressante, mais... donc toi, désormais, tu es un adepte des bretelles quand tu te rends dans ton hedge fund. Est-ce que tes collègues sont dans la même veine vestimentaire ou sont-ils un peu plus décontractés? Alors, je me suis fait rattraper tout de suite. Moi, j'étais venu avec l'apanage du jeune requin. Et en fait, c'était pas du tout l'ADN de la maison. L'ADN de la maison, disons que c'était un peu plus geek, même très très geek, presque votre service IT. Donc chemise plus ou moins colorée, plus ou moins froissée, jean basket, donc assez détendu. J'en profite pour dire que au bureau c'est la même chose. C'est un peu une ambiance start-up et entreprise classique, ce qui fait que les équipes tech ils sont tous en t-shirt basket. Et je suis, figure-toi, le seul à m'entêter à vouloir porter des costumes cravates. Parce que dès le premier jour où j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, c'est ce que j'avais fait. On m'a tout de suite dit que c'était pas nécessaire, mais je me suis dit que la vie était trop courte pour porter des t-shirts Marvel. Et je me fais un malin plaisir de venir sur mon 31 à chaque fois. Surtout que depuis, ça fait quand même quelques temps que je suis là-bas. Et il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de salariés qui viennent, qui partent, de stagiaires. Il y a un flux incessant de nouvelles têtes. Et du coup, c'est toujours très très drôle parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, je leur fais toujours la même blague. Quand ils se présentent à moi en mode bonjour, je suis stagiaire, moi je réponds toujours moi je suis le PDG. Et à chaque fois ça marche. Alors tout de suite, les premiers jours ils sont aux petits oignons jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que je les ai trollés. Mais bon, de toute façon, comme j'interagis toujours avec beaucoup de clients, c'est quand même une bonne chose. Cette anecdote va me permettre de rebondir sur notre question en répondant. Il y a longtemps, j'étais freelance, et c'était pendant les études pour me payer téléphone, vacances, des trucs comme ça. Donc je faisais des missions ponctuelles en tant qu'auto-entrepreneur. Et je faisais grosso modo des tâches manuelles pour principalement des magasins de vente au détail, et je les aidais dans les stocks. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'y aller en chemise, et souvent quand je venais en chemise, eh bien on me prenait pour le manager alors que je venais pas du tout de la boîte. Donc phénomène assez cocasse quand je dois expliquer à un gars que je ne suis pas le manager, mais que je suis payé par lui. Ouais. Là, récemment, j'ai passé un entretien chez un cabinet d'avocats, qui s'est d'ailleurs très bien passé vu que j'ai été pris, comme tu le sais, pour l'année prochaine. Et ils avaient bien précisé, au cours même de l'entretien, que ils avaient un code vestimentaire très strict et qu'il était très important de venir bien sapé, costard cravate. Moi je les ai tout de suite rassurés en leur disant que c'était pas mon genre d'en faire autrement.
Mais c'est intéressant parce que, comme quoi, il y a encore des entreprises qui restent assez fermes sur sur ces obligations, là où on aurait tendance à voir plutôt un relâchement général dans le tertiaire, notamment avec l'abandon de la cravate. Moi, ce que je remarque, en tout cas de ma propre expérience, c'est que malgré tout, l'habit fait un peu le moine. C'est-à-dire que venir bien habillé, ça force quand même un certain sérieux. Quand on s'est fait beau, en tout cas quand on s'est fait un minimum beau, on va moins avoir envie de s'avacher, on va prendre les choses un peu plus au sérieux. On n'est pas pareil quand on est en jogging pour travailler à la maison que quand on est, mettons, en chemise, pantalon de ville, etc. Donc moi je pense que même si on n'est pas obligé d'être rigide sur ça, il y a quand même un minimum de tenue à avoir. Voilà, c'est un savant mélange de sérieux vestimentaire, mais aussi d'intelligence sociale et de pas en faire trop non plus. Bien évidemment, comme je te le disais dans ma boîte, ils sont pas du tout en mode costard cravate, ce qui fait que je viens pas en costume 3 pièces non plus. Faut pas exagérer. Mais effectivement, oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, lorsque vous interagissez avec des tiers, notamment avec des clients, et que vous avez toujours ce pouvoir de représentation d'une entreprise, c'est important de faire bonne figure. J'avais fait un stage, je peux faire un parallèle imagé par rapport à ça. C'est quand j'avais fait mon stage à l'armée. Donc on n'était pas, c'était un simple stage, hein, on n'était pas militaire. Pourtant, on revêtait l'uniforme. Et je me souviendrai toujours de ce que nous avait dit le lieutenant, c'est quand vous portez l'uniforme, vous représentez l'armée, et donc vous devez vous tenir à carreau. Bah là, je pense en entreprise, c'est un peu la même chose. Quand vous représentez l'entreprise auprès de tiers, il est important d'être carré, propre sur soi, et donc de bien se saper. Ouais. Alors, mon anecdote, je disais que ça allait me permettre de rebondir sur une autre question. Et alors, cette question, sans plus attendre, c'est la question de Space Goupil. Donc, Space Goupil, qu'on salue, un gros compte Twitter, qui nous demande... Qui nous fait beaucoup rire. Qui nous fait beaucoup rire, c'est vrai que c'est un grand galopin. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant de créer le régime des actifs, on avait pensé à s'appeler le Club Vulpes. Et donc, nous, on aime beaucoup les renards et autres goupils. Ouais. Et alors, je crois on avait déjà expliqué dans un autre épisode le reliquat du Club Vulpes qui nous avait pris énormément de temps. Je me souviens de la charte graphique et moi j'avais passé des heures et des heures et des heures. On avait un logo épatant d'un renard, etc. Et finalement, le régime des actifs, ça s'est fait sur un coup de tête ou en un après-midi, c'était bon. Mais oui, donc désormais ça n'existe plus, c'est bien le régime des actifs qui a pris le dessus. Et alors, juste avant que tu lances la question de Space Goupil, moi je pense que je l'ai déjà rencontré, ce garçon, à mon insu, et d'ailleurs lui-même, on s'est pas rencontré personnellement, mais parce que j'avais participé à un concours de boxe, je crois qu'il était présent. Et alors Space Goupil, il nous demande à quand un tutoriel pour bien déclarer ses bénéfices à l'URSSAF. Et je lui avais répondu humoristiquement sur Twitter, tu vas sur le site de l'URSSAF, tu mets 0 dans la case chiffre d'affaires réalisé, et tu dors tranquillement. Et je vais essayer de répondre un peu plus sérieusement à la question. Et en partant de mon expérience en tant que micro-entrepreneur, parce que comme je vous disais, j'ai fait des genres de missions en freelance où je faisais des tâches physiques ou des tâches d'inventaire, donc des trucs qui sont un peu chiants et à faible valeur ajoutée, genre, je sais pas, compter ce qu'il y a dans un inventaire, déplacer un rayon, mettre des antivols, cintrer des fringues, des trucs comme ça. Et j'utilisais le régime de la micro-entreprise, qui est un régime qui est assez avantageux parce que en tant qu'entrepreneur, il vous demande très peu de paperasse, vraiment que dalle. Vous êtes juste imposé sur votre chiffre d'affaires. C'est le régime auto-entrepreneur ou c'est micro-entreprise ? Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. C'est la même chose. Et donc c'est plafonné à un chiffre d'affaires qui va, je sais plus, je crois c'est à 37 000, 38 000 euros. Je me trompe peut-être sur le plafond. Et c'est 5% la première année. Alors ça a sauté. C'était l'ACRE, une réduction d'impôt qui était permise il y a longtemps et qui a été supprimée, ou en tout cas qui a été amoindrie par Macron pendant son premier quinquennat. Donc qui est passé Pourtant, je crois que c'est de lui que ça venait à la base, quand il était ministre de l'économie. Ouais.
Ben, en tout cas, ça a été... il est revenu dessus. Il est revenu dessus et le taux est moins avantageux. Mais donc, pour revenir sur le statut en tant que tel, vous payez juste des impôts sur le chiffre d'affaires. Et c'est tout. Donc, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous déclarez le chiffre d'affaires, on vous demande pas de facture, on vous demande rien de plus. Et donc, c'est très avantageux pour un jeune jusqu'à envie de se faire des revenus complémentaires. Et pour vous, si vous voulez faire ça à côté d'une activité salariée. Et donc, c'est au déclaratif et vous êtes taxé à 26%. Et après, ce qui vous reste, bien sûr, est soumis à l'impôt sur le revenu. Et alors, moi, quand je lui répondais, tu mets 0 dans la case chiffre d'affaires, c'était une blague, mais c'était pas totalement une blague. Alors, je peux révéler les choses maintenant que, comment on appelle ça, maintenant qu'il y a prescription. Il y a prescription. Il y a prescription, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant des trimestres de pas révéler le montant exact que j'avais gagné, ce qui m'a permis d'économiser quelques deniers. Alors je vous rassure, hein, depuis que je suis un salarié, j'ai remboursé très très largement la part de la somme fraudée. La somme fraudée. Mais donc si vous voulez devenir des auto-entrepreneurs, gardez en tête que c'est au déclaratif et que voilà, pas vu, pas pris. Alors, Est-ce que tu connais les règles de prescription qui s'appliquent en France? Je crois que c'est 3 ans hein, sur... Alors, ça dépend. Ou 5 ans. Je pose ma casquette de juriste sur ma tête. Alors, ça dépend. Contravention, c'est 1 an. Ouais. Délit, c'est passé à 6 ans. Avant, c'était 3. Et les crimes, c'est passé à 20 ans. Avant, c'était 10. Ça, c'est une loi de 2017 qui a changé tout cela. Et la prescription, c'est un bordel hein, pour l'appliquer en matière pénale. Et en matière civile aussi. En matière civile, c'est plus simple, c'est une prescription de principe quinquennale. Donc, si toi et moi, on conclut un contrat, mon cher Robert, imaginons que tu veuilles me vendre, je sais pas, un accès à ton Discord. Disons que tu veux me vendre un accès à ton Discord 800 à 900 euros. Ah, 900, oui. À 800 Voilà, 850, coupons en deux. Et avant de me le vendre, tu me dis, cher Maurice, dedans, tu auras des trésors, tu auras accès à mon bot de trading qui te garantit une performance meilleure que le SP500. Tu auras accès à mon réseau, surtout. À ton réseau, bien sûr. Alors moi, je paye, tu vois, j'accède au truc, et là, je me rends compte que, en fin de compte, il n'y a rien de tout cela. J'ai uniquement des montages en IA de pin-up et d'autres zinzineries. Et donc je me sens lésé, tu vois. Je me dis, il s'est moqué de moi. Il y a dol. Et donc s'il y a dol, en principe, je peux annuler le contrat qu'on a passé, le contrat de vente de ton Discord. Mais pour en revenir à la prescription, imaginons que je n'active pas mon action. Si je reste passif et que pendant 5 ans, tu vois, je me sers pas de ton Discord, mais je te demande pas non plus remboursement, et ben mon action sera prescrite et je ne pourrai pas faire annuler le contrat. Et je ferme ma parenthèse juridique, mais je vous donne une dernière précision à ce sujet. En revanche, si toi tu me demandes de payer les 900 euros et que moi je ne paye pas, malgré tout le cas de figure que je viens de te décrire, et c'est toi qui me fais un procès, je pourrais tout de même, au bout des 5 ans, avancer une exception de nullité, et qui, elle, est imprescriptible. Eh bien, j'espère que vous avez pris des notes. Ça vous sera très utile s'il vous vient l'idée de me donner 850 euros pour aller sur mon Discord. Bientôt, le Discord du régime des actifs, ça sera en ligne. Et il y aura une belle clause que vous signerez où vous, évidemment, vous renoncerez à tout exercice de genre d'action. Sans plus attendre, je vous propose d'aller sur la question suivante, qui est une question assez intéressante de Pietrus. Donc Pietrus, hein, qu'on salue, qui nous demande... Alors c'est qui Pietrus? Pietrus, c'est un abonné Twitter. Oui, je vois qui c'est. Qui a tendance à commenter assez souvent, donc qu'on embrasse. Alors, bonjour Pietrus. Et alors, Pietrus nous demande ce qu'on pense du nouveau produit d'épargne PEAC
Et donc PEAC, plan épargne avenir climat en vigueur depuis le 1er juillet, porté par le gouvernement. Et alors moi je connaissais pas cette enveloppe fiscale, qui est une nouvelle enveloppe fiscale proposée par le gouvernement, et je suis allé me documenter sur ce que c'est. Et je crois que le produit est pas encore disponible, hein, mais il devrait l'être sous peu. Et alors le principe de ce produit, c'est que c'est un genre de PEA, donc plan épargne action. Vous connaissez le principe. Vous mettez de l'argent sur un livret qui vous permet d'investir dans des produits financiers dans une gamme qui est limitée. Donc dans le PEA, c'est limité à une gamme de produits au sein de l'Union européenne. Et là, ça sera un peu la même chose. Investir dans une gamme limitée de produits. On verra ensuite quel est le critère de limitation. Avoir l'argent qui est bloqué pendant au moins 5 ans, et au bout de 5 ans, vous pouvez sortir vos fonds du portefeuille, vous pouvez les sortir de l'enveloppe fiscale, et vous bénéficiez d'une exonération d'impôt d'un certain montant. Et alors, dans le PEA, au lieu de payer les 30% de flat tax, vous payez 18,5%. Et alors là, sur le PEAC, c'est 0%. Alors, question, est-ce que vous pouvez en profiter? Pas sûr, parce que c'est une enveloppe fiscale qui s'adresse exclusivement aux gens qui ont entre 18 et 21 ans. Alors, dans quoi ils peuvent investir? Alors, principalement des actions et des obligations qui permettraient de financer des projets dans la transition énergétique et la décarbonation. Et donc, ça sera forcément, alors j'ai pas en tête les entreprises qui seront disponibles, mais je pense que ça sera des entreprises industrielles qui permettent, qui ont des gros projets pour la transition énergétique, typiquement des Total, des Schneider Electric, des grosses entreprises industrielles à la ArcelorMittal, des choses comme ça, ou des obligations pour financer des projets sur 5 ans, je sais pas, bâtir un champ d'éoliennes ou financer une centrale nucléaire, un truc comme ça. Et donc c'est une enveloppe qui est comme le PEA, juste avec des règles de sélection qui sont différentes et un plafond qui est différent, parce que sur le PEA, je crois que c'est 200 000 le montant maximum qu'on peut ajouter sur l'enveloppe fiscale, là où ici le plafond ça sera 22 500. Alors est-ce que tu avais entendu parler de Ah oui, un peu de ça? C'est un plafond similaire à ce qu'on a sur le livret A, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, moi je n'avais pas du tout entendu parler de ça, donc on remercie Pietrus de nous en avoir fait prendre connaissance. Et alors, le fonctionnement est très similaire à ce qu'on a pu dire pour le PEA, si ce n'est qu'ici, effectivement, c'est plus avantageux avec ce taux à 0%. Donc, évidemment, c'est bien. Enfin, franchement, c'est cool. Surtout si, au sein des boîtes dans lesquelles vous pouvez investir, vous avez de celles que tu as citées, donc des Total, Schneider Electric et autres. C'est pas mal du tout, parce que, au-delà de tout le mal qu'on peut dire des entreprises uniquement axées sur l'écologie, on sait bien ici que dans ce cas, c'est quand même des boîtes exceptionnellement performantes, qu'il y a évidemment ce vernis écolo, mais ce qui compte avant tout, c'est votre argent. Donc oui, si vous avez la tranche d'âge prévue dans les conditions de l'enveloppe, foncée. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Non, parce que de toute façon, c'est bien d'avoir un PEA, c'est bien d'avoir un PER, en plus de vos comptes titres et voire même une assurance vie, que sais-je. Il faut diversifier tout ça. Je vous renvoie bien sûr à tout ce qu'on avait pu dire à ce sujet, je crois, dans l'épisode comment débuter dans l'investissement. Ouais, c'est ça. Ou l'investissement pour les nuls, un truc comme ça. On en avait également parlé dans l'épisode sur les ETF, parce que vous avez certains ETF qui sont accessibles depuis le PEA. Alors, est-ce que ça sera le cas ici? À mon avis, ça sera quand même plus restreint. Ça sera plus restreint, oui. Après, toi, tu disais que c'était pas encore accessible. Est-ce que c'est... Alors, la loi est passée, donc techniquement, ça veut dire que des entreprises peuvent proposer cette enveloppe. Peut-être juste elles n'ont pas encore eu le temps de les concevoir. Je serais curieux de savoir un peu le travail de lobbying qu'il y a dû y avoir pour nous sortir de telles enveloppes. Ouais, alors moi je vois deux choses. Déjà, je pense pas qu'on aura des ETF sur cette enveloppe, parce que
on s'adresse quand même aux 18-21 ans. Allez, potentiellement, le gars qui l'ouvre à 21 ans, il a son argent qui est bloqué jusqu'à ses 26 ans et il peut continuer à mettre de l'argent dessus. Mais c'est des gens qui n'ont pas énormément d'argent. Et quand t'es Amundi ou que t'es BlackRock, tu vas pas mettre énormément d'argent sur des ETF pour créer un fonds ETF et pour le rendre spécialement disponible à une part de la population qui est très limitée. Ouais, il y a un problème de liquidité. Nonobstant, moi je trouve quand même que le principe est assez intéressant parce que ça permet, mine de rien, de financer des gros travaux publics qui ont leur utilité, hein, parce que mine de rien, être capable de financer le secteur privé et financer des améliorations technologiques, c'est une bonne chose, et qu'on arrive à le faire sans passer par le levier de l'endettement public et en passant par le financement privé. Donc moi je trouve ça très positif. Et à côté de ça, jouer sur, on sait, la fascination ou comment dire, l'intérêt qu'ont les jeunes pour les questions climatiques, pour les pousser à investir, je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez positif. Donc moi je trouve ça assez bien. C'est une belle nouvelle. Après, malgré tout, gardez en tête que l'argent il est bloqué, contrairement au livret A où vous pouvez sortir l'argent tout de suite. Et mine de rien, quand on est entre 18 et 21 ans, c'est pas le moment où on a le plus d'argent. Non, mais c'est aussi le moment où tu peux te permettre de prendre des risques. Et quand même ça serait bloqué sur 5 ans, c'est pas la fin du monde. Alors, il y a une question que je me suis toujours posée par rapport à un genre de produit plafonné. C'est qu'est-ce qui se passe si je mets... t'as dit c'était 22 000? Je mets 22 000. Ouais. Et je sais pas, j'ai un coup de bol incroyable et je fais du plus 100%. Est-ce que au bout d'un moment ça bloque? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu pourras pas mettre plus d'argent. Moi, ça m'est arrivé très tôt quand j'étais jeune. Mes parents m'ont créé un livret jeune. Donc ce livret d'épargne qui est plafonné à 1600 euros, auquel j'ai pas touché hein, parce que j'étais un bambin qui n'avait pas accès à ses comptes. Et quand je l'ai récupéré adulte, les 1600 euros, c'était devenu un truc comme 2400 euros. Donc en fait, les gains, vous continuez de les accumuler, c'est juste que vous pouvez pas amener plus de liquidité. Oui, mais si je mets, disons, 20 000 sur les 22, et que mes 20 000 deviennent 22 000, est-ce que les 2 000 que je n'ai pas mis, je pourrais quand même les mettre? Techniquement, oui, je pense. Non, c'est le plafonnement. Ah oui, c'est une bonne question. Est-ce que le plafonnement c'est de dépôt ou le plafonnement c'est par rapport à la valeur présente? Moi je pense que c'est par rapport à la valeur présente. Ça doit être de dépôt. Non, je pense que ça doit être dépôt, c'est plus logique. Bon, on attend vos informations en commentaire. En tout cas, il me semble effectivement avoir lu que le PEA-C serait disponible le 1er juillet, mais je l'ai lu que dans un article qui date de novembre dernier. Donc je suis pas sûr que l'information soit encore pertinente. En tout cas, je suis allé sur le site par exemple de Boursorama et j'ai pas vu de PEA-C disponible. Alors, je viens de lire sur le site de l'État, économie.gouv, PEA-C, que le compte est clôturé automatiquement à partir de 30 ans. Lorsqu'on atteint les 30 ans. Oui, comme le livret jeune à 26 ans, si je me trompe pas. Alors, est-ce que c'est une clôture pareille de dépôt ou est-ce que le compte est liquidé lorsque tu atteins les 30 ans? Alors, la façon dont ça se passe pour des comptes similaires, par exemple le livret jeune, lorsqu'il est clôturé, il est transformé automatiquement en livret d'épargne. Et alors là, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que c'est transformé en compte titre? Est-ce que c'est transformé en PEA? Ou en PEA classique. Ou est-ce que c'est transformé en autre chose? Et est-ce que tu perds le bénéfice de... Est-ce qu'il y a une antériorité fiscale qui persiste au-delà des 30 ans ou tu perds ce bénéfice qui signifierait que tu devrais tout retirer avant les 30 ans? Ça, c'est une question intéressante. Ouais, surtout que il faut toujours se méfier de ce que l'État... des cadeaux fiscaux de l'État, il y a toujours... faut bien lire entre les lignes. Bon, en tout cas, moi je trouve ça peut-être
pas forcément dans l'application toujours très utile, parce que comme je disais, les gens qui ont entre 18 et 21 ans, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils seront aussi un peu limités dans ce dans quoi ils peuvent investir, mais je trouve l'intention assez louable, dans le sens où on passe vraiment par... on essaie de faire de l'investissement qui provienne des épargnants pour financer le secteur privé, et on ne recourt pas à la dette. Donc moi je trouve ça cool, et en plus si ça peut pousser des gens à investir, je trouve ça assez sympa. Et cela nous amène, mon cher Maurice, sur la question de Mango, qui est plutôt en rapport avec le sujet qu'on vient de traiter, qui nous demande quel conseil d'investissement quand on commence et qu'on a 20 ans. Alors, bien sûr, pas de conseil d'investissement. Réponse simple, écoutez l'épisode dédié à ce sujet de la saison 2, je crois. Et réponse compliquée, on va s'y atteler maintenant. Moi, je pense, déjà, qu'on peut lui dire, voilà, le PEAC, t'as entendu, donc tu devrais te pencher dessus. Après, garder en tête quand même que si toi tu veux investir de l'argent, les meilleures boîtes, ça reste les boîtes américaines, donc pour ça il faut passer par un compte titre. Sinon il y a les ETF dont on a très souvent parlé, et là le PEA ça peut suffire. Mais je pense malgré tout, mon cher Maurice, qu'on va redire ce qu'on s'est déjà dit entre nous lors de l'épisode spécial des Active Awards, et ce qu'on s'est redit avec Emric lors de l'épisode précédent. Quand on a 20 ans, ce qui compte le plus, c'est pas forcément l'argent qu'on va mettre sur des actions, sur des placements, etc. Le meilleur investissement, ça reste quand même de construire sa personne, ça reste d'investir sur soi-même, et ça se fait de plusieurs façons. Tout simplement, 20 ans, c'est l'âge auquel on profite, c'est l'âge auquel on fait les études qui permettront de trouver un travail qui sera plus ou moins rémunérateur, et qui sera plus ou moins en accord avec ce qu'on aime faire. C'est aussi le moment de voyager, c'est le moment de rencontrer les filles, etc. Donc si tu devais privilégier quelque chose, ça serait clairement, je pense, le fait d'améliorer ta personne. 100% d'accord. La meilleure façon de s'enrichir à cet âge-là, c'est d'augmenter ses revenus, tout simplement. Bon, à 20 ans, je crois, en principe, on n'a pas fini ses études, mais ça compte pour toute la vingtaine. Premier poste de richesse sur cette décennie-là, et ensuite sur la trentaine, c'est vraiment augmenter ses revenus. Donc par le travail, par la formation, par les études et l'investissement sur soi. Rien d'autre à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Et sinon, tout simplement, après, c'est vrai que si on a un petit surplus d'argent, au-delà des dépenses du quotidien et des achats plaisir, c'est bien de pas les claquer en paquet de clopes et en trop d'alcool. On a un ami, par exemple, qui n'investit pas, et dont je ne citerai pas le nom, mais s'il avait mis l'argent qu'il a dépensé depuis ses 20 ans ailleurs que dans les deux choses que je viens de citer, je pense qu'il nous fumerait aujourd'hui en termes de performance. Sachant que lui, il en a généré du chiffre d'affaires. Franchement, il a rincé tout le monde. Mais oui, je sais pas... Ça c'est d'ailleurs quelque chose que je me suis dit que j'allais faire, parce que j'en ai marre de claquer bêtement mon argent. Et je me suis dit que maintenant, quand j'allais aller, je sais pas, imaginons je me prenais avec quelqu'un, me dit tiens on va passer au Starbucks, plutôt que de payer un café 10 balles, me priver, faire preuve d'ascétisme, et bim, 10 euros, je sais pas, dans une action à la con, pourquoi pas même du Starbucks, allez hop, une action Starbucks, 10 euros. 10 euros par-ci, 10 euros par-là, ça peut... Au bout de... Tu vois, t'as 20 ans... c'est qui? C'est Mango. Mango, il a 20 ans aujourd'hui. Dans 10 ans, il peut régénérer un petit pactole. Hein. C'est du bon sens, de bon père de famille, mais il faut le répéter. Voilà, si tu peux réussir à mettre un peu d'argent de côté, que ça soit... allez, ne serait-ce que 50 euros. 50 euros, ça se fait facilement en n'allant pas au McDo, en acceptant de se faire à manger, ou en évitant de prendre un énième cocktail et en le remplaçant peut-être par une bière ou par un soda, ça fait pas de mal. Je dirais aussi que au-delà des économies d'argent, le fait d'être investi, ça te permet
non pas d'être investi juste en argent, mais d'être investi personnellement et de suivre ce qui se passe. Exemple tout bête, mais tu as de l'argent dans Microsoft ou dans un indice américain ou un indice mondial, tu vas t'intéresser à ce que vont faire les entreprises et tu vas t'intéresser à ce que va faire le marché, à ce que va faire l'économie. Et ça te permet d'être ouvert à d'autres choses que tes occupations, qui peuvent être très bien occupations personnelles ou tes occupations scolaires ou professionnelles. Alors moi j'aimerais revenir sur le point des revenus. Alors oui, 2 secondes. Ouais, alors ça m'est venu comme ça, mais je vois vraiment 3 choses, voire 4, qui coûtent très cher au quotidien pour pas grand-chose. La première, c'est les bagnoles. Bon, alors nous, en tant que sale parigo, on ne souffre pas de cela, mais avoir une voiture, ça coûte extrêmement cher. Bon, malheureusement, beaucoup de Français n'ont pas le choix, ils sont obligés pour aller travailler. Mais c'est vraiment un gouffre financier, l'automobile. Donc là aussi, il faut l'anticiper et optimiser la chose pour faire le moins de dépenses possible. Le deuxième poste de dépense que je vois, c'est l'alcool. Et dans le même giron, tout ce qui est dépenses de sortie, donc boîte de nuit, alcool, tout ça, ça coûte extrêmement cher et souvent on le regrette un peu. Moi, dans toutes les sorties que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai toujours regretté les sorties en boîte. J'ai vraiment toujours pris très peu de plaisir et dépensé trop d'argent. Je crois que j'ai jamais apprécié une seule sortie en boîte de ma vie. Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. Quand les garçons célibataires qui vont en boîte, c'est uniquement pour les filles et c'est le pire endroit pour chiner. Et les alcools sont toujours extrêmement chers. Et en parlant de gourgandine, c'est donc le 3e poste de dépense qui est un gouffre financier. C'est avoir une nana, c'est pas gratuit. Hein. Ouais, bon après c'est encore autre chose. Moi je pense que ça peut valoir le coup, au contraire, de se payer des vacances ou en tout cas de se faire des petits plaisirs, un ciné, que sais-je, avec sa chérie. Faut pas oublier que bon on est des mammifères, on est fait quand même pour le couple, pour la famille et c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau qu'on peut avoir. Hein. Bon, et après il y a sans doute les enfants. Moi je suis pas encore en position pour en parler. Mais oui, il faut aussi profiter de ces 20 ans pour rencontrer des filles et même si ça peut coûter un peu d'argent, bon, soyez raisonnable. Hein. Si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas offrir des bagues à plusieurs milliers d'euros à votre chérie. Si vous lui faites un bon repas, elle sera ou il sera toujours très content. Donc profitez de ça. Et si vous offrez la bague à plusieurs milliers d'euros, gardez le ticket au cas où vous lui faites un procès pour vol si elle vous quitte. Et juste, moi je voulais revenir sur la question des revenus. Alors Mango, je sais pas où tu en es, hein. Je suppose qu'à 20 ans, tu dois être dans les études. Bon, si tu fais un travail, très bien, donc t'as déjà de l'argent. Mais si t'es dans les études, peut-être que t'es dans des études qui te permettent de faire de l'alternance. Alors ça concerne pas tous les secteurs, hein. Quand on est à la fac en train d'étudier la médecine ou le droit, c'est pas forcément faisable, mais quand on est par exemple dans des domaines comme l'ingénierie, l'informatique, la compta, le commerce, des choses comme ça, c'est quelque chose de parfaitement abordable. Et l'alternance, mine de rien, c'est un moyen généralement de pas avoir à payer ses études. C'est un moyen de toucher un salaire et d'être mieux financièrement que les autres étudiants. Et ça vous permet en fait aussi de prendre des vacances, de vous payer des trucs, etc., de commencer à mettre de côté. Et dites-vous que quand vous allez vous retrouver tout sur le monde du travail, hein, que ce soit en tant qu'entrepreneur, mais plus souvent en tant que salarié, bon, vous allez avoir de l'argent, etc. Mais quand on va se poser la question de mettons l'achat d'une voiture ou d'un appartement ou d'une maison, votre salaire il va pas suffire, il va vous falloir pour pouvoir vous endetter un apport immobilier et cet apport pécunier vous pouvez le constituer quand vous faites de l'alternance. Donc voilà, l'alternance c'est absolument pas à sous-estimer ni à dénigrer, c'est quelque chose de très bien.
Très bien. Prochaine question. Alors, Alors, j'ai pas ton post sous les yeux, donc je te laisse retrouver la. sous le post, on a fait le tour des questions. Ah, on a fait le tour des questions. Ah, donc... c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas eu la question de Caracalibre. Alors Caracalibre, il nous demande, on a jusqu'à quand pour poser des questions? Ah oui, bah c'était jusqu'à aujourd'hui, dimanche. Très bien. On l'embrasse néanmoins. Caracalibre, qu'on aime beaucoup, on l'embrasse, on aime beaucoup sa petite tête très sympa de Caraca. Alors, est-ce que toi, il y a des questions privées que t'aimerais ramener? Comme quoi, on est vraiment dans le thème des conseils lifestyle. Car j'ai une question d'Antonin qui nous demande quelles sont nos techniques pour garantir d'avoir une gourgandine à ses côtés. Ah, ça c'est une très très bonne question. Vous savez que c'est très compliqué, les filles, hein, on sait pas trop comment les aborder, où les trouver, etc. Et pour les gens qui sont dans les études, qui sont peut-être à la fac, vous avez tout un tas de filles que vous pouvez rencontrer, donc c'est peut-être un peu plus facile. Dans d'autres domaines d'études, c'est pas forcément évident, hein. Je pense notamment à tous les gens qui se retrouvent dans des études très techniques ou dans l'informatique, parce que généralement, il va y avoir 95% de mecs pour 5% de filles. Et quand on travaille... Faites du droit dans ce sens-là. C'est le but d'avoir un bon ratio. Et puis, quand on se retrouve au boulot, c'est pas toujours le bon contexte. On peut être hésitant à parler aux collègues, etc. Et ça peut être sanctionné. Hein. Ah oui. C'est très dangereux au bureau. Déjà parce que en termes de si jamais il y a un problème, c'est vous qui perdez, quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, il faut bien lire les règlements intérieurs. Parfois, c'est totalement proscrit. Et ça peut vous mener à des sanctions disciplinaires. J'ai envie de vous conseiller quelque chose. J'en avais déjà parlé. Et cette chose, c'est les endroits typiques où vous pouvez rencontrer des filles, où il y en a beaucoup qui sont ouvertes et qui sont contentes de voir des garçons. Et alors, le premier, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais c'est tout ce qui est club de danse. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans des clubs de danse, mais pour des invitations, parce que des gens voulaient faire de la pub à leur club, et c'est vrai que c'est rempli de filles. Mais il y a un autre endroit qui est gratuit et qui permet de trouver plein de filles. La messe. Est-ce que tu peux nous parler de la messe, mon cher Maurice? Ah, mais alors ça, pour le coup, mes chers amis, j'étais énervé. Vraiment, je me suis énervé dans mon coin. Lorsque cette année j'ai multiplié ma fréquentation de l'église, voilà, j'ai fait ma confirmation cette année et j'ai dû faire entre guillemets une retraite qui était juste un après-midi passé dans une paroisse où voilà, il nous expliquait les choses assez techniques. Il y avait 500 personnes. Et je peux vous garantir que sur les 500, il y avait bien 300 qui étaient des jolies filles, qui étaient jeunes et qui, si elles sont là, c'est que c'est des filles quand même sérieuses, pas trop folles, et qui surtout n'attendent qu'une chose, c'est de trouver un mari. Donc pourquoi je me suis énervé? Parce que le nombre de potes qui se plaignent sans arrêt de j'ai pas de copine, j'arrive pas à parler aux filles, alors que là c'était littéralement sur un plateau d'argent. Donc voilà, s'il y a bien un endroit où vous pouvez trouver des filles sérieuses et qui n'attendent que ça, c'est dans le domaine religieux. Sinon, à part ça, oui, la danse, ça aussi c'est bien connu. Je rajouterais à cela l'équitation. Pour ceux d'entre vous qui ont le budget et qui aiment bien le poney, allez faire de l'équitation, ça marche bien aussi. Tu veux rebondir sur l'histoire de la messe? Ah ouais, non, mais la messe, c'est un cheat code, hein. Je pense que vous vous rendez pas compte. Alors, c'est peut-être pas vrai quand vous êtes dans un bled de campagne et que dans votre église, il y a que des papis sourds. Mais alors, par contre, quand vous êtes dans les grandes métropoles, Lyon, Bordeaux, Paris, c'est très très vrai. En fait, vous avez beaucoup de jeunes dans les églises, et là, mais il y a une quantité de filles, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. C'est des filles magnifiques, et qui cherchent tous un garçon. Et là, je peux vous dire que les mecs que vous allez avoir en concurrence,
Alors bien sûr, il y a des grands BG scouts, mais aussi des gens qui partent avec un peu moins d'atouts dans leur manche. Et donc là-bas, vous pouvez rencontrer beaucoup de gens. Surtout qu'il faut se dire que souvent les paroisses, c'est des lieux de rencontre pour les gens, parce que c'est pas uniquement des endroits où il y a de la vie religieuse, mais c'est aussi des endroits où il y a de la vie sociale, des gens qui vont chercher du boulot, des gens qui vont partir en vacances, qui vont s'aider pour, je sais pas, un déménagement, etc. Et des gens juste qui cherchent du contact humain. Et alors, il y a les églises, il y a la messe, mais il y a aussi les groupes de prière. Je me suis marié il y a pas longtemps. Dans le cadre de mon mariage, j'ai dû faire une préparation religieuse, parce que voilà, pour que l'église valide le mariage, il faut qu'au préalable, on ait eu une forme de formation, on s'assure qu'on a bien compris ce qu'applique le mariage. Et sur tous les couples, il y en avait énormément qui s'étaient rencontrés pendant des groupes de prière. Je savais pas que ce truc existait, mais apparemment c'est un endroit qui est idéal pour trouver des demoiselles. Et alors, elles ont beau être catholiques, je vous garantis qu'elles ne sont pas puritaines. Ah mais si en apparence s'il peut être vrai que le dogme catholique peut être très dur, c'est aussi parce que on a bien conscience que les catholiques c'est avant tout des latins, donc des gens qui aiment bien s'amuser. On n'en dira pas plus. Cela ne nous regarde pas. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Très bien, donc voilà, la messe, c'est le cheat code. C'est pour toi, Antonin. Et voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et sinon, d'autres conseils, soyez vous-même. Hein, ça sert à rien d'en faire des caisses. Oui, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et c'est pour ça que d'ailleurs que le sport est toujours recommandé, parce que, sachez-le, les filles sont contre-fiches de la taille de vos biceps. Mais c'est vrai que pour certains garçons, faire du sport permet d'augmenter leur confiance en eux, et c'est plutôt ça qui marche en fin de compte. Exactement. Pas tant le sport en lui-même. En fait, être à l'aise avec son corps ou être à l'aise avec sa personne, avec ce qu'on fait, par exemple avoir une passion, c'est quelque chose qui aide à être plus à l'aise, avoir de la discussion, etc. Et humainement, on est plus agréable. Et les filles aiment aussi ça, hein, les hommes qui sont sûrs d'eux, qui sont confiants. En tout cas, si vous aviez le choix entre être trop sûr de vous ou pas assez sûr de vous, c'est mieux d'être trop sûr de soi. Oui. Et alors, est-ce que tu vois à l'inverse des tue-l'amour, des choses qu'il ne faut absolument pas faire? Parce que malheureusement, si des filles sont plus abordables qu'on ne le pense, elles sont aussi des êtres parfois sévères et cruels. Et il y a certains comportements qui ne pardonnent pas et qui au contraire vous enlèveront toutes vos chances. Mais alors, moi j'en ai un qui vient déjà. Si ça se passe bien avec une fille et que vous essayez d'aller un peu plus loin et qu'elle ne semble pas prête, ne la traitez pas de pute. Il faut pas sauter les étapes. Ne la traitez pas de pute. Je vois à quoi tu fais référence. S'il vous plaît, il faut pas, elles ont une dignité, les filles. Hein, il faut pas griller les étapes. Voilà. Ouais, il faut être patient. Alors ça, c'est important. Il faut être patient. Il faut pas penser que si une fille vous a fait un sourire, c'est bon, elle va sauter dans votre lit. Et surtout, prendre son temps. Il n'y a pas de règle de... parfois, on entend dire... il y a la règle des trois dates. C'est pas forcément vrai. Chaque fille est différente. Faut prendre son temps. Ouais. Et ne pas être pressant, ne pas être lourd sur ce genre de choses. Et même essayer, rien que pour vous, juste pour vous, de passer un bon moment. Et passer un bon moment, c'est pas forcément se mettre la pression, essayer d'être le meilleur, mais avoir une bonne discussion, faire une balade, aller au musée. Surtout pas au ciné pour commencer, mais au musée, etc. Le musée, c'est bien, hein. Le musée, c'est ça bien. permet de discuter et en fait... Ouais, parce que le ciné, t'es dans l'ordre, tu dis pas forcément grand-chose. Ouais.
Et en plus, si le film est nul, ou qu'il est trop long. Bon, et c'est plus cher que le musée. Ouais, ça retranche avec ce qu'on disait au début d'épisode sur l'uniforme au travail. Bah, il faut aussi faire un effort sur la tenue, chers amis. Donc, Crocs, pantalon cargo et Marcel, c'est bien quand vous faites un poker avec les boys. Mais sinon, pour les filles, c'est plutôt l'inverse. Ça dépend. Je suis sûr que le Marcel, quand vous êtes dans le sud, ça peut aider. Ouais, bah alors là, il faut être très, très, très confiant en ses propres capacités. Ah, sur la cagole, ça marche. Hein. Ouais, alors sur les red flags, pour moi, j'en vois pas forcément beaucoup. Hein. Évitez de parler de porno, trucs comme ça. Ne soyez pas gênants. Après, être un peu excentrique et avoir ses particularités, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, évitez de parler de politique. On s'en fout hein, quand on se découvre. Et voilà, soyez vous-même, essayez le plus possible de passer un bon moment et pensez peut-être même plus à vous que à la personne qui est en face de vous. Et ton avis sur les sites de rencontres ? Bah, les sites de rencontres, c'est une façon de se rencontrer aujourd'hui. Et malheureusement, ça peut être une grosse source de frustration parce que on se retrouve face à plein de gens et on va pas forcément avoir autant de réponses positives que ce qu'on attend. Et en fait, il y a quelque chose de frustrant quand on veut plaire et qu'on plaît pas autant qu'on voudrait. Et en fait, là où vous aurez sans doute plus de chance, encore une fois, pour moi, c'est de rencontrer les gens physiquement. Parce que quand vous êtes en physique, il n'y a pas que vos photos qui comptent. Il y a aussi votre manière d'être. Je sais pas, si vous êtes grand, ça se ressent. Si vous êtes drôle, ça se ressent, etc. Donc, pour moi, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et je veux dire, bon, là, je reviens encore sur la messe, mais on en parlait dans l'épisode du droit tardé. Le gars qui va se plaindre, ah, les filles ceci, les filles cela, fait chier que j'ai pas de meuf. Putain, il y a 3 gourgandines magnifiques au mètre carré dans toutes les villes de France et de Navarre. Vous en avez plein dans les paroisses et vous faites quoi, les gars? De rencontre, c'est vrai que c'est un outil qui est à double tranchant parce que ça peut très bien marcher comme ça peut être une grande source de frustration. Il y a du bon, il y a du mauvais. Peut-être un chouille plus de mauvais que de bon, mais parfois ça peut mener à de belles rencontres. Et sinon, toi, est-ce que tu avais des red flags en tête? C'est-à-dire des choses à ne des pas choses faire. à ne pas faire. Des choses à ne pas faire, bah non, il faut peut-être éviter de passer pour un geek. Parce que ça c'est bon, c'est bien d'être un geek. Ouais, Moi, j'ai été un geek une grosse partie de ma vie, j'ai de très belles années. Malheureusement, ça ne plaît pas à toutes les femmes. Et ça me plaît pas très souvent même. Il y a ça, la politique, oui, c'est de bonnes remarques. Alors la politique, c'est pareil, ça dépend avec le degré d'autisme avec lequel vous y allez. Ça peut faire l'objet d'une discussion intéressante, mais à condition de ne pas passer pour un extrémiste. Genre, gardez pour vous les mêmes tweetesques sur le grand emplacement et ce genre de choses. Et à la rigueur, vous pourrez vous lâcher une fois que vous aurez garanti d'avoir mis le poisson dans le filet. Donc, c'est ça. Une fois que vous aurez la majorité relative, vous pourrez commencer à sortir des bêtises. D'ailleurs, ça me fait penser, je reviens quelques épisodes en arrière, à mon voyage à Maurice, où j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de Français, et notamment des boomers français, et parmi lesquels ces excellents boomers qui venaient du nord de la France, du département du Nord. Alors c'était un couple avec une pharmacienne mariée à un médecin, et le médecin en avait gros sur la patate des impôts, et je parlais avec lui, et le gars un peu alcoolisé me disait pour moi, si j'étais au pouvoir, une balle dans la tête de chaque fonctionnaire. Et sa femme avait l'air d'approuver. Eh bien, je peux vous dire que s'il avait dit ça à son premier rendez-vous avec sa femme, ça serait pas sa femme. Donc évitez ce genre de remarques. Si vous êtes un peu énervé par la fiscalité, ne le faites pas forcément ressentir dès le début. Très bien. Alors on espère que vous êtes désormais armés pour affronter
ce jeu dangereux qui est la recherche d'une femme. Alors, est-ce que toi, tu avais des questions qu'on t'a posées en message privé? Alors oui, mais je pense que l'épisode est suffisamment long comme ça, donc on les verra une prochaine fois. Très bien. Bon, alors, restons sur ces questions-là. On fera certainement une autre FAQ. Peut-être quelques annonces sur la suite des saisons, des épisodes. Je crois qu'il nous reste peut-être 2 épisodes avant la pause estivale. Tout ça, pause estivale qui est due au fait que, tout simplement, moi, je suis pas disponible. Que vous êtes en vacances et vous avez certainement d'autres choses à faire que d'écouter Robert et Maurice. Mais qu'à cela ne tienne, on se retrouve en septembre. Voilà. Très bien. Maurice et moi serons tous deux occupés par des raisons professionnelles et personnelles respectives. Et on reviendra tout frais. Et maintenant qu'on a terminé cette FAQ, on va tourner un autre épisode qui sortira peut-être avant la foire aux questions. Très bien. Alors sur ce, rappelez-vous que le passé c'est très bien. Et que l'avenir, c'est parfois hasardeux, mais c'est mieux. Gros bisous.